Vincent Jeannot, bonjour, bienvenue dans les causeries du repère. Juste quelques mots pour commencer, de façon à ce que les repères-notes puissent te situer. Mhm. Tu es tombé dans le cinéma il y a déjà 40 ans, que tu as occupé un certain nombre de postes de l'équipe image au sens large. Ça va d'assistant opérateur à chef électro en passant par cadreur, mais tu es surtout, et depuis bien longtemps, chef opérateur, directeur photo, et désormais dûment encarté, et même membre très actif de la fameuse AFC, qui regroupe, comme chacun sait, l'élite des chefs-op du cinéma français. Pour situer ton parcours, déjà, il suffit presque de citer Luc Besson quand même que. Oui, dans l'ordre, j'ai commencé par le dernier combat. Ouais, Hein. On a enchaîné ensuite sur Subway et sur le Grand Bleu. Ça d'accord. a été en tant que premier assistant opérateur, premier assistant caméra. Et sur Nikita, j'étais déjà opérateur deuxième équipe. Voilà. Tu as fait le caméraman en plein Himalaya avec Jean-Jacques Hano pour 7 ans au Tibet en Mhm. 97. Et Sur la 18e équipe. dis ouais, là Parce que ça devait être une équipe Anno énorme. tournait en Argentine et il y avait des équipes un peu partout dans le monde. Et nous, on a tourné essentiellement des fonds, c'est-à-dire des vrais décors, et aussi des troupes Diac, des choses comme ça qu'on ne trouvait nulle part ailleurs. Voilà. En tout cas, ça a dû être sportif. Et tu as donc en 2008 de Un homme et son chien, Chester, avec Jean-Paul Belmondo. Et donc on va y revenir tout à l'heure, c'est un film important. Donc on aura compris que les grosses prods, tu connais bien, mais ça ne s'arrête pas là. Et c'est ça qui va aussi spécialement intéresser, je pense, les repères-notes. Tu as éclairé un très grand nombre de courts-métrages, ainsi que des téléfilms, des séries télé, et même quelques documentaires. Il y a une opinion qu'on entend parfois ici ou là, et que je ne partage pas, qui est que la lumière serait de moins en moins nécessaire. Est-ce qu'à la limite, ça te paraît concevable qu'on éclaire carrément plus du tout? Ok. Alors, c'est sûr que la sensibilité des caméras est énorme, hein, énorme. Quand je tournais en film ou quand on tourne en film, parce qu'on peut toujours tourner en pellicule, la plupart des pellicules, la sensibilité un peu maximale était de 500 ISO. Il y avait eu quelques tentatives à 800 chez Kodak et tout, mais le nominal était à 500. Bon, on pouvait toujours pousser d'un diaph, de diaph, mais bon, il y avait des problèmes qui arrivaient quand même avec la pellicule. Donc, je dirais, si on fait un extérieur nuit pas très éclairé, effectivement, le numérique est un gros avantage. Bon, mais ça, c'est la sensibilité de la pellicule. Il y a un truc auquel on pense pas, mais par exemple, si on n'éclaire pas un comédien ou une comédienne, c'est-à-dire si on dit j'ai une caméra, allez, je me mets à 5000 ISO, je suis à 1,4 et tout, j'éclaire avec la lumière d'un écran d'iPhone très 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 proche de voilà un niveau de lumière très très faible. Qu'est-ce qui se passe? Ben, les yeux sont noirs parce que l'iris ne se ferme pas, donc on ne voit pas la couleur des yeux. Voilà, ça c'est une chose. Donc le fait que les caméras soient sensibles, bon, dans certaines situations c'est bien, mais pas tout le temps. Et puis moi je dirais la sensibilité c'est une chose, mais c'est vraiment pas tout, quoi. C'est au niveau de la lumière, c'est bon, j'y reviens, mais pour moi le plus important c'est la direction de la lumière, c'est d'où elle vient. Voilà. Là, la lumière, elle m'arrive de ce côté-là et tout ça. Et là, bon, bah, la partie qui est là est plus à l'ombre, donc il y a un modelé. Si je me mets comme ça, si je suis tourné de l'autre côté, je suis plus tarte à la crème, quoi. Donc j'ai un petit truc, une petite phrase où je dis on n'éclaire pas l'oreille qu'on voit.
C'est-à-dire qu'on éclaire de l'autre côté l'oreille qu'on ne voit pas, un peu on éclaire à contre. Bon, ça, c'est pour avoir du modelé sur un visage. Hein. C'est un peu un truc un peu mémotechnique. Bon, j'ai pas mal enseigné dans les écoles aussi, et c'est un truc au niveau des étudiants que je leur donnais comme truc. Hein. Et puis ensuite, le truc qui est très important, c'est la plage de lumière. C'est-à-dire, si j'éclaire avec un point, je vais avoir une ombre à couper au couteau. Si j'éclaire avec une grande surface, je vais avoir une lumière complètement naturelle qui tourne autour d'un visage et tout ça. J'ai une autre astuce, si je peux donner une astuce pour les gens qui font la lumière. Toujours, toujours, toujours se placer, se mettre à la place des comédiens qu'ils éclairent. Toujours. D'aller se mettre à la place des comédiens, de sentir, de voir comment la lumière arrive, que des fois, c'est pénible hein, si on éclaire trop violemment. Enfin, en général, parce que quand tu es tout seul, tu n'as pas le choix, est-ce que tu es plus pour cadrer et faire la lumière ou tu préfères qu'il y ait un cadreur et juste s'occuper de la direction de la photo? Alors, en règle générale, et l'expérience que j'ai eue, je préfère faire la lumière. Pourquoi ? Déjà, quand j'étais assistant sur des longs métrages, je faisais souvent des films en scope, où la difficulté du scope, et j'en parlais récemment, c'est-à-dire que quand il y a très peu de profondeur de champ et des acteurs qui bougent, des trucs comme ça, sur un tournage, j'étais tellement concentré sur le point, sur le travail de l'assistanat à la caméra, qu'à la limite, la lumière, je ne la voyais pas. J'ai appris la lumière après, moi, presque en autodidacte. Bien sûr, je me rappelais de certains principes et tout ça, mais sur un tournage, j'étais tellement, tellement, tellement focalisé sur le point, parce qu'il n'y avait pas de retour, et que le résultat, on le voyait le lendemain, 2 jours après ou un peu plus. Donc, il y avait une sorte d'exigence de travail et d'être vraiment toujours au niveau de la concentration, qui fait que j'étais vraiment là-dessus. Et puis, quand j'ai voulu passer opérateur, normalement, la logique aurait voulu que je passe cadreur, mais à l'époque, beaucoup de réalisateurs comme Besson, comme Lecomte, comme d'autres cadraient. Il y avait encore des directeurs de la photo, des opérateurs qui cadraient. Et puis, il y avait, on va dire, une quinzaine ou environ de très grands cadreurs sur la place de Paris. Donc, c'était compliqué dans le long métrage. Et puis, il y avait les petits longs métrages où c'était quand même assez compliqué. Et je suis passé directement, j'ai sauté la marche, je suis passé directement directeur photo, en prenant des cadreurs. Mais tu avais déjà aussi. Et pas directeur photo, cadreur. Mais tu avais déjà fait l'image sur des courts-métrages, déjà, il y a bien avant. Bien sûr, j'avais fait de l'image sur les courts-métrages, et là, je faisais la lumière et le cadre. Mais j'ai toujours été plus attiré par la lumière. Et puis, je trouve qu'il y a une chose qui est, pour moi, qui est importante, c'est que c'est pas du tout le même rythme de travail. C'est-à-dire, quand on est cadreur ou quand on est assistant opérateur, on est dans l'immédiateté de la prise avec les comédiens, avec ce qui se passe et tout ça, on est vraiment sur le truc. Quand on est directeur de la photo, on est sur le raccord. C'est-à-dire, qu'est-ce qui s'est passé avant, qu'est-ce qui va se passer dans l'histoire, est-ce que ça, c'est possible si je fais un gros plan comme ça, est-ce que le plan large raccorde ou vice-versa et tout ça. Cette séquence-là, on passe une porte et tout, il faut qu'il y ait un raccord et tout ça. Et donc, c'est presque ça va sur de la préparation à la fin de l'étalonnage, le questionnement d'un directeur photo. Voilà. Et puis en plus, quand on fait la lumière et le cadre, on n'a pas le temps d'aller pisser sur un tournage. Ensuite, par rapport à mon équipe, par rapport à la manière dont j'ai l'habitude de travailler, c'est que c'est vrai qu'au début, j'étais très attaché à avoir tel type de projecteur, tel autre type de projecteur et tout ça. Et puis, je me suis aperçu que ça, c'était pas important. Ce qui était important, c'était la qualité de lumière qui arrive et surtout sur des comédiens, sur des visages et tout ça. Donc, j'ai beaucoup plus l'habitude de travailler en parlant de l'ambiance, de ce que j'ai envie d'avoir et tout ça comme lumière. Bien sûr, on parle du type de projecteur, des choses comme ça. Mais je travaille vraiment avec des chefs électro qui sont plus que chefs électro, c'est-à-dire c'est ce qu'on appelle gaffeurs.
C'est-à-dire, c'est des gens qui font la lumière, qui ont une sensibilité artistique au niveau de la lumière. C'est pas ce que je dirais vulgairement des poseurs de gamelles. Parce que si je dis aux gens, bah, tu me mets un 2 kilos à cet endroit-là, à telle hauteur, tu le serres comme ça, tu l'allumes et c'est tout. Il n'y a pas d'échange, il n'y a pas de. C'est pas du tout comme ça que je travaille. Et ensuite, par rapport au repérage, par rapport à tout ce qui est fait sur la préparation d'un tournage, c'est la liberté et le choix et la responsabilité du chef électro de constituer l'équipe en conséquence, de voir le temps de préparation, de voir toutes ces choses-là, quoi. Là, à ce niveau-là, je fais très confiance. Le chef électricien, maintenant, fait partie des 2 personnes les plus importantes pour moi. Il y a le chef électricien et l'étalonneur. Sur un film vraiment au niveau de l'image, au niveau de mon travail de directeur photo, c'est les postes qui sont vraiment des postes clés. Alors, il y a un truc qui se passe maintenant en ce moment avec le numérique et les ordinateurs qui sont de plus en plus puissants, c'est que maintenant on peut étalonner presque à la maison. Beaucoup de gens se sont un petit peu emparés justement des outils numériques modernes. Je pense évidemment à DaVinci Resolve, mais c'est pas la seule solution qui existe là-dehors. Est-ce que toi, ça t'a branché justement de pouvoir commencer à étalonner toi-même tes films, ou est-ce que tu maintiens que tu as besoin d'avoir cette relation avec un étalonneur, un chef étalonneur qui fait le travail, j'allais dire physiquement? Alors, bon, moi pour être honnête, j'ai un peu bricolé. C'est-à-dire, j'ai un peu bricolé avec l'étonnage quand je fais des petits industriels, des petits films corporate et tout ça. Généralement, je fais tout. Je fais même le montage, je fais l'étalonnage, je fais un peu un homme orchestre. Par contre, j'ai une expérience d'étalonnage. J'ai travaillé pendant 2 ans au laboratoire à Rannes, entre 2000 et 2002. J'y suis arrivé pour leur donner un coup de main au départ pour réduire des films IMAX en 35, pour pouvoir les monter et les projeter. Je devais rester 1 mois, je suis resté 2 ans. Voilà, participer à la construction d'un nouveau laboratoire argentique à Clichy. Et bon, pour moi, ça a été une expérience assez extraordinaire. Et j'ai terminé comme étalonneur. Et étalonneur sans analyseur, c'est-à-dire étalonnage à l'ancienne. On tire des bouts d'essai et ensuite on prend les filtres de couleur, rouge, vert, bleu, jaune, magenta, cyan et tout ça, et on fait les corrections. Donc, j'ai une habitude, j'ai un œil un peu d'étalonneur. Mais je dirais que Resolve, par exemple, qui est vraiment accessible à tout le monde et tout ça, au niveau des menus, au niveau de tout ça, non, j'ai pas me mettre à apprendre tout ce qu'on peut faire dans Resolve et tout, et être pilote, pour moi, pilote de Boeing, c'est pas mon truc. C'est-à-dire que moi, je vais m'adresser, je préfère travailler avec un étalonneur qui, lui, connaît vraiment la machine. Et surtout, cette phase, pour moi, d'étalonnage qui est tellement privilégiée, c'est qu'on se retrouve à 2, des fois à 3, mais c'est une relation plus de personne à personne. Et quand on est avec quelqu'un avec qui on s'entend bien, c'est assez extraordinaire. Je me rappellerai toujours, pour un homme et son chien, avec l'étalonneur, on se retrouvait le matin autour d'un café et on terminait presque la phrase de l'autre. Bon, j'ai pensé dans cette séquence que voilà, le travail continuait pendant toute la nuit et on se retrouvait. Donc c'est des moments de complicité et qui sont incroyables et qui sont tellement en décalage avec ce qui se passe sur un tournage où il y a une trentaine de personnes, où c'est le rush, où par moment on est aussi beaucoup dans le stress. Hein. Dans le stress, là, on se retrouve. Pour moi, c'est une période privilégiée. C'est quelque chose que j'aime beaucoup. Plus important pour un directeur de la photo, c'est de savoir qu'est-ce qu'il va pouvoir faire en post-production avec le matériel qu'il aura en post-production. Parce que ça dépend aussi vraiment du matériel, de la société, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'on peut faire ou pas. Bon, moi j'ai eu l'habitude en argentique, hein, pas de numérique du tout, il fallait tout faire à la prise de vue. C'est-à-dire l'ombre sur le mur, il fallait le régler à la prise de vue parce qu'après, en étonnage, on pouvait faire plus clair, plus sombre, plus rouge, plus vert, plus bleu, mais on ne changeait rien d'autre. Donc tout devait être fait à la prise de vue. Je continue à dire qu'il vaut mieux faire le maximum de choses à la prise de vue. Et d'ailleurs, j'essaye d'avoir la même précision que j'avais en film.
Voilà. Est-ce que au niveau matériel, tu as une caméra qui t'est chère, une caméra avec laquelle tu préfères travailler? Ça dépend complètement du projet. C'est-à-dire, j'ai aussi eu cette habitude-là, en travaillant en fiction, même en pub et tout ça, de louer le matériel et le matériel adéquat au tournage. C'est-à-dire que tous les tournages sont différents. Et bon, c'est vrai qu'avant, en film, on ne se posait pas la question de la caméra. La caméra était une machine à coudre. Elle était plus ou moins blimpée, tout ça. L'important, c'était la pellicule, le labo et les objectifs. Bien sûr, les objectifs étaient vraiment changer le rendu de l'image. Bon, maintenant, c'est vrai qu'avec les caméras numériques, la pellicule est dans la caméra, beaucoup de choses sont au niveau de la caméra. Voilà, mais après, ça dépend beaucoup plus du projet, du budget. Bon, j'aime beaucoup travailler c'est sûr, avec les grands formats, les grands capteurs. Bon, moi, quand j'étais en film, j'ai travaillé en IMAX, donc vraiment sur des très grandes surfaces de film. C'est un truc que j'aime bien aussi au niveau des caméras, mais pas pour tout. C'est-à-dire qu'il m'est arrivé de faire des publicités en étant quasiment tout seul à l'image. Moi, j'étais content d'avoir une X3 avec un petit capteur parce que tout était net. Donc, c'est un peu le choix, il est complètement... il est variable. Et dans les caméras pas chères, abordables, est-ce que par hasard, il y en a une qui te parle mieux que les autres ou Oui, pareil? bien sûr, il y en a une que j'aime bien, c'est l'Eva One de Panasonic. Je m'en suis servi pour tourner des documentaires, pour tourner des concerts, des trucs comme ça et tout. J'aime bien aussi d'avoir une monture, d'avoir la monture Canon, de pouvoir mettre des objectifs photo dans ces cas-là, des trucs comme ça. Oui, je trouve ça bon. Il y a des cas de figure. J'ai même été assez bluffé par le résultat de l'Eva One avec un petit zoom 16-35 Canon, des trucs qui étaient vraiment bien, quoi. Bah, tu parlais des objectifs. Est-ce que tu as un objectif, une focale que tu préfères ou une série chez un constructeur en particulier ou pareil, ça dépend du projet? Bah, ça dépend du projet. Il y a des films. Alors c'est marrant parce que j'ai une façon moi, d'aimer les projets, d'aimer les objectifs et tout ça. À la limite, c'est pas le premier plan qui m'intéresse, mais c'est comment va être le flou derrière. C'est un peu voilà, qu'est-ce que ça donne là, ce qu'on appelle le bokeh maintenant. Comment que la qualité du flou et tout ça, parce qu'il y avait des optiques dans le temps, grande ouverture, qui étaient superbes et tout, mais c'était de la purée horrible ce qu'il y avait derrière en arrière-plan. Bon, puis après, il y a plein de configurations. Est-ce qu'on va mettre les optiques sur un stead, sur un movie, sur un drone est-ce il peut y avoir des contraintes, on va dire, de poids, de taille qui rentrent en ligne de compte. Hein, il y a plein de choses comme ça. Et puis, bah, là aussi, pour tout ça, bah, il faut pouvoir avoir la chance de faire des essais. Ok, donc il n'y a pas une focale que tu préfères utiliser. Il y a des gens comme ça qui disent, ah, je sais pas, le 35, le 50. Si le 35, je dirais le 40, j'aime bien le 40, mais alors après, le 40, ça ne veut plus rien dire. C'est-à-dire, le 40, maintenant, ça ne veut plus rien dire. Avant, OK, on était en 35 mm, 4 perfos, c'était tout le cinéma se faisait comme ça. Avant, il y avait trois choix, c'était simple. Hein. On tournait en 16, on n'avait pas d'argent, on tournait en 16 donc on gonflait en 35, on tournait en 35, ou si on était sur des films un peu riches, on était en scope. Voilà, le choix, il était là, basta. Maintenant, OK, un 35 mm, j'ai sur quoi? Une Alexa ou une Alexa LF? Ça ne veut plus rien dire. La notion de focale ne veut plus rien dire. Et ça augmente la difficulté de communication avec un réalisateur. C'est-à-dire qu'il faut maintenant, bon, il faut arrêter de parler en focale, il faut parler vraiment en taille de plan et en perspective. Parce qu'on ne filme pas que des objets en 2 dimensions. Sinon, c'est facile. Je me mets loin au 100 mm, je me rapproche au 20 mm et j'ai la même image. Non, quand j'étais assistant, je ne faisais pas le point. Je plaçais la profondeur. Je n'étais pas encore sur des objets en 2 dimensions. C'est-à-dire, je plaçais la profondeur quand j'ai quelqu'un qui est assis à table dans un restaurant. Qu'est-ce qui est intéressant? Carlo Varini, dont j'étais longtemps l'assistant, me disait toujours ne gâche pas la profondeur. C'est-à-dire, fais pas le point sur les yeux du comédien. Là, ça sert à rien. Ce qui est important, c'est de voir son assiette et ce qu'il a dans son assiette.
c'est pas le mur derrière qui est important. Donc c'était aussi cette démarche-là, c'est-à-dire c'est pas ok pointeur, non je fais pas le point. Là je place la profondeur. Et pour aussi qu'il y ait une cohérence entre les différents plans au niveau de tout ça. J'avais une question sur les technologies d'éclairage, parce que les LED n'existent pas depuis très longtemps, et ça tend à prendre énormément d'importance pour des raisons assez évidentes, léger, tout ça, ça chauffe pas. Toi, tu utilises ça depuis un moment. Est-ce que tu considères que ça va devenir un peu la norme pour les petites sources, ou c'est juste un truc en plus? Non, alors j'ai eu la chance, comme j'ai enseigné dans les écoles, à un moment, il y a 5-6 ans, quand les LED commençaient vraiment à sortir et tout ça, j'ai eu la chance sur des tournages d'école, j'avais pris comme principe de tout éclairer en LED. Et j'allais chez AC LED, Jacqueline Delaunay, qui avait vraiment été complètement spécialisée là-dedans. Et je prenais toujours qu'est-ce que c'est la dernière nouveauté, qu'est-ce qu'il y a et tout ça. Et là, une fois, c'était les Dedolight. Et puis, elle m'a dit, les Dedolight, il y a un truc avec un iPad et puis un fil. Et puis, c'est le DMX. Alors, on va avoir le truc un peu en DMX. Et puis, j'ai été jusqu'au SkyPanel. Par contre, le bémol qu'il y avait encore un petit peu toujours, c'était ok, les LED, c'est super pour, en gros, remplacer des kinos pour faire une sorte de lumière diffuse, une lumière de panneau un peu. Par contre, pour de la lumière directionnelle, des Fresnel et tout ça, ça existait, mais souvent, il y avait les ventilateurs dedans. Donc là, c'est en fiction, c'est rédhibitoire. C'est-à-dire, je ne peux pas amener sur un plateau un projecteur puis un ventilateur, même si on me dit, mais non, ça ne fait pas de bruit, t'inquiète pas, c'est presque inaudible. L'ingénieur du son, il me trucide là. Donc, alors les Dedolight n'avaient pas de ventilateur et tout. Puis j'ai eu la chance sur un film d'avoir un 150 watts Fresnel, bon, qui n'était que lumière du jour, hein, qui n'était pas bicolore, mais qui avait un refroidissement passif, c'est-à-dire sans ventilateur. Il y avait tout un réseau à l'intérieur de cuivre et tout ça, sur un radiateur et tout ça. Et je pouvais mettre presque le projecteur à côté des comédiens, hors champ et tout ça, sans qu'il y ait de problème de bruit. Alors ça, c'est un truc. Il y a eu énormément de progrès. Maintenant, on est passé des LED monocolores au bicolore et maintenant un peu au RVB, où on fait presque toute la gamme des gélatines avec. C'est un outil qui pour moi qui est formidable. Par contre, et c'est un peu ce qui s'est généralisé, c'est que tout ce qui est petite source et tout ça, on va prendre des LED et puis on va prendre des HMI, des gros HMI dès qu'on a besoin vraiment d'entrée de lumière. Par exemple, là, sur le film à très petit budget, là, Richard III, j'avais pris j'avais pris le matériel électrique de l'école, j'avais récupéré un peu du matériel électrique un peu partout, donc j'avais pris toutes les LED que j'avais fait acheter à l'école, des Célèbres 200, il y avait des bois, il y avait des choses comme ça et tout. Et puis j'ai éclairé de deux façons différentes. Il y a un moment, j'avais pour une séquence, j'avais des Dedolight, c'est-à-dire des petits projecteurs comme ça, petits projecteurs Fresnel pour faire une petite lumière comme ça dans un couloir. Il y a une scène d'extérieur de fête et tout que j'ai fait qu'avec du tungstène, avec des petits misards, des choses comme ça. Et puis des scènes où il me fallait, comme dans une église et tout ça, une grosse source un peu en indirect et tout. Ben là, j'avais un HMI, pas un très gros, mais quand même un 2,5 kg, quoi, qui me donnait une bonne source, une bonne plage. Mais moi, la révolution des LED, ça a été, c'est vraiment la légèreté, l'autonomie, c'est-à-dire de pouvoir tourner, de mettre une batterie carrément dessus et tout ça, et de pouvoir tourner. Parce que par exemple, si on reparle d'un homme et son chien, le film avec Belmondo, on a tourné une séquence dans un tramway, et on a tourné vraiment en tramway, il n'y avait pas de fond vert, il n'y avait rien du tout. D'accord. Et à l'époque, on était en 2008 quand on a tourné, et il n'y avait pas de LED. Donc on avait des kinos qui marchaient en 220, donc on avait des kinos avec des batteries de camion et des convertisseurs pour tourner dans le wagon de métro.
Donc c'était compliqué. J'étais pas là avec des SL1 avec la batterie dessus, direct, prêt à tourner. On a plusieurs boulots là qu'on a récoltés. Je sais pas toute ta filmo évidemment. Hein. Quelques extraits choisis là justement. On aimerait bien que tu nous en parles un petit peu. Qu'on a isolé, voilà, parce que on trouvait qu'il était assez représentatif de ta carrière. Justement, il y a du numérique, il y a du film en pellicule et il y a du cinéma numérique. Hein, donc un peu la distinction que tu faisais entre les trois types d'émulsions sur lesquelles on peut tourner. Alors là, l'image elle est très intéressante. Là, l'image de début, elle est très intéressante parce que bon, il y a eu une volonté, mais qui était une volonté du réalisateur qui était très tranchée de faire que le début soit froid. Le début en plein soleil soit froid et que la fin du film soit chaud. Et on est parti dans un étalonnage où on voit que là, les ombres sont bleutées, les trucs comme ça et tout. Et par moments, c'est de trouver le bon dosage pour rendre à l'image cette sensation de soleil froid et tout. C'est pas évident. Surtout en 4 jours d'étalonnage pour un long métrage, c'est pas évident. Il y a une scène à l'extérieur qui est au bord d'une rivière, ça change un peu du premier décor. Et j'imagine que tu as éclairé de manière différente celle qui est au bord de la rivière. Voilà. Je ne sais pas ce que tu as utilisé. Le soleil. Alors là, c'est assez dingue, c'est-à-dire je n'ai pas éclairé. Le plan large là et tout, il est vraiment brut de décoffrage parce qu'on était de l'autre côté de la rivière, la caméra était assez loin, mais par contre toute la succession de gros plans qu'il y a là, le montage des gros plans, on avait très peu de temps pour le faire et la caméra se déplaçait à l'épaule très vite. Moi, je me déplaçais avec un cadre de diffusion, je crois que c'était un 216, donc un cadre plein, et j'arrivais à chaque fois. On arrivait, on demandait au comédien, c'est qui le prochain qui parle? C'est toi, toc, 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 on arrivait et tout. Je plaçais mon cadre et on tournait et au prochain comme ça. Il y aurait eu un making-of de cette séquence, c'était incroyable, quoi. Incroyable, à chaque fois on s'est amené avec bon là le cadre était juste sur mon premier plan, mais quand on voit le contraste qu'il y a sur les personnages derrière, en gros plan, c'était pas possible de filmer tel quel, quoi, brut, quoi. Donc ça c'était un peu marrant. Si je dis bon, l'éclairage en extérieur, c'est souvent un travail de diffusion, un travail par moment on pourrait appeler ça d'éclairage négatif, c'est-à-dire de ramener une ombre, hein, de ramener une ombre et souvent de diffuser la lumière, quoi. Parce que la lumière du soleil, elle peut être très très crue, pas à la bonne hauteur, pas. Écoute, on a un autre film justement de ta filmo. Qui est Un homme et son chien, aussi de Francis Huster, du coup, que tu as éclairé aussi. Alors là, on a pas mal d'images, je ne sais pas si on aura le temps de toutes les regarder. Moi, je pensais, pour faire la transition, peut-être commencer du coup avec quelques extérieurs jours. Peut-être, voilà, parce que bon, tu disais là, par exemple très souvent en extérieur. Tu veux nous parler de celui-là, ouais, parce que celui-là, c'est lancé tout seul. Je l'ai quasiment fait à la prise de vue, c'est-à-dire que la sous-exposition et le bleu, c'est pas l'étalonnage, quoi, c'est à la prise de vue que je l'ai fait. Donc c'est un peu sans filet, c'est généralement sous-exposé de 2 diaphes à la prise de vue et puis ne pas corriger le bleu et trucs comme ça pour l'avoir quasiment en direct, quoi. Ouais. Ta source principale, c'est quoi là, du coup, cette entrée très forte à gauche? Je sais pas, c'est certainement un HMI dehors. Alors lequel, je sais pas, peut-être un. Ça doit être puissant parce que quand même il éclaire toute la largeur. Oui, bien sûr, bien sûr. Bah, ça c'est aussi l'entraînement de quand je parle de. Voilà, il y a plusieurs choses. Il y a la direction de lumière, il y a la surface de la lumière qui éclaire, et il y a la plage, c'est-à-dire la distance. Hein, quand on sait que le carré de la distance et tout ça pour l'exposition et tout ça, si on veut une exposition régulière et tout, il faut être très loin pour éclairer, pour que ça soit égal. Bon, des fois, on peut tricher en mettant ce qu'on appelle un mama, une sorte de diffusion en dessous, et puis pas une diffusion, mais plus une sorte de. Un scream, tu veux dire, c'est ça? Ouais, un scream qui ressemble à un bas, un peu un scream. On appelait ça on appelle ça de la tarlatane. On appelait ça de la tarlatane.
et qui permet, ça a une fonction assez géniale. Ça fait comme un gris neutre, mais ça ne change absolument pas la direction de lumière. Ça, c'est des vieux trucs. Hein. Là, j'ai un chef électro qui me dit, mais t'es le seul à me demander de la tartane. Alors, bon, pour faire la séquence, transition là, avec le dernier plan de Richard, moi je pensais à un extérieur jour là, que tu as tourné avec un 18 kg HMI. Donc, c'était juste pour faire la transition parce que tu disais, bon, souvent on travaille le soleil en diffusion ou en soustraction, tu enlèves de la lumière du soleil. Et là, ici, du coup, on a des. Bon, parce que tu m'as parlé un petit peu de l'install, du coup, je sais que c'est un cas où tu rajoutes en fait de la lumière plutôt que de le soustraire. Et ça, c'était 18 kilos, c'est ça, si je me souviens bien, que tu me disais que tu avais? Ouais, c'était un 18 kg K5006, je sais plus comment il s'appelle. Ouais, donc là, au début du plan, c'est pas le cas d'ailleurs. Hein, là, celui-là, il Non, est éclairé, c'est l'éclairage naturel. Cette Et puis séquence-là, voilà. mais il y a la séquence aussi sur le banc et la petite fille où là, vraiment, bon, une séquence comme ça et tout, ça a l'air de rien, ça se sent pas. Et bon, c'est aussi mon boulot de faire de la lumière qu'on sente pas. Mais là, on voit que la casquette fait pas d'ombre, on voit ses yeux et tout ça et tout. Et il y a une très grande surface. Donc, il devait y avoir un cadre de 4 mètres par 4 mètres avec le fameux 18 kilos derrière, mais qui est très large. Hein, ça tape pas comme ça et qui est diffusé et tout, et qui est une grande plage. Et là, la lumière, elle va tourner autour en faisant des ombres complètement naturelles et en permettant aussi d'avoir le ciel qui n'est pas cramé. Quoi. Là, au niveau de la dynamique de l'image, la fumée blanche derrière, le truc est pas cramé. Quoi. Ouais. Moi, j'aime bien justement le reflet dans l'œil du cadre. Je trouve ça fait pétiller les yeux aussi. Ouais, bah oui, ça c'est aussi le fait de mettre une petite brillance dans l'œil. Souvent sur des films et tout, j'avais une petite lampe qui était pas là du tout pour éclairer, mais qui était là pour faire un petit point. Juste pour le reflet, quoi. Ouais. J'aime bien ce plan parce que du coup, on voit ton install à l'intérieur. On voit qu'effectivement, la lumière est sur l'action. Hein. Ouais. Et puis, c'est un très beau plan grue, assez sympa, là, qui découvre. Et qui, évidemment, découvre voilà, aussi les immeubles qui sont derrière, quoi. Mm-hmm. Bon, tu peux nous en parler, là, de comment ça se fait qu'on les voit, ces immeubles, au milieu de la nuit? Bah, ouais, on les a éclairés un peu, quoi. On a dû balancer les projecteurs. Pas des gros et tout, mais on les a mis. Mais c'est peut-être pas des gros, mais il faut aller les placer un peu loin pour qu'ils tapent comme ça, quoi, qu'ils éclairent. Ouais. Et je pense aussi que si on analysait bien, je sais pas si la rue est pas sèche. À mon avis, la rue est sèche et on avait mouillé juste devant pour avoir le reflet du métro C'est pas mal, qui ça. brille. Voilà, c'est des petits trucs aussi que j'avais oublié de faire, des courts-métrages où j'aurais dû mouiller plus les extérieurs de nuit. Mais bon, ça demande un peu de moyens, quoi. Et est-ce que tu as été faire allumer des lumières à des fenêtres ou c'était bien, ça se présentait bien comme ça? Parce qu'il y a. Là, à mon avis, ça allait. Ça m'est arrivé sur des films, ça m'est arrivé de demander qu'on allume des trucs ou surtout qu'on éteigne. Le truc qui a été extraordinaire, mon tout premier court-métrage, c'était un film qui s'appelle Coup de pompe. Je tournais sur un polar uniquement sur les pieds. Et on tournait à un moment, je comprends pas, il y a une ombre qui arrive comme ça et tout. Et on tournait Gare du Nord. Et il y avait une fenêtre d'un immeuble, il y avait le reflet du soleil d'une fenêtre d'un immeuble et tout ça. Bah là, il y a un gars de la régie qui a couru dardard pour aller demander à fermer la fenêtre et tout ça pour qu'on ait plus ce rayon de soleil. Et là, je pense à un truc qui est très très important. Je me bats pour ça. Quand on tournait en film avant, hein, on voyait les roches un peu, généralement 2 fois par semaine. C'était le mardi soir, le jeudi soir. Là, on avait nos soirées qui étaient un peu flinguées par les roches. Et quand on voyait les roches, il y avait un peu toute l'équipe pour voir les roches. Hein. Il y avait le réalisateur qui était généralement à côté du monteur ou de la monteuse. On regardait tous les trucs comme ça. Et le film c'était pas un tournage virtuel. Quand je suis arrivé, par exemple, sur la série PJ, mon premier téléfilm et tout ça et tout, à un moment, avec mon assistant, on se demandait une chose. Mais si on met pas de pellicule dans la caméra, ils vont s'en apercevoir au bout de combien de temps? C'est-à-dire que tout le monde s'en foutait, quoi. Il n'y avait pas de suivi, de suivi derrière.
Et là, par exemple, pour un régisseur, je me rappelle sur ce court-métrage-là, il a bien vu qu'entre la première prise qu'on avait quand même tirée et la deuxième, il a bien vu que le fait qu'il aille faire fermer la fenêtre, il y avait une incidence, quoi. Le tournage n'était pas virtuel, c'était pas par caprice qu'on lui avait demandé ça, quoi. Justement, elle essaie un très bel échange entre ces deux très très grands comédiens. Elle a été très 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 stressante au départ parce que c'est pas une séquence qui devait se faire du tout à cet endroit-là. Elle devait pas se faire en intérieur, elle devait se faire en extérieur. Et Francis avait changé d'avis. Donc quand je suis arrivé sur le plateau le matin, tout le monde m'a dit tu sais, on tourne dedans. On dit quoi, qu'est-ce qui se passe? Et donc on tournait, on va découvrir le décor à la fin des champs contre champs là. C'était, je crois que c'est le lycée Jacques Decour, qui est avenue Truden. On voit la pièce là, et cette pièce est immense. Il y a 2 rangées de fenêtres, elle est gigantesque. Et on n'avait pas du tout l'autorisation de mettre des projecteurs sur le trottoir. Et bon, ça, les directeurs de prod, ils vont pas transiger avec ça, parce que s'il y a un contrôle et tout, les autorisations à Paris, c'est quand même très très strict, hein. Donc je ne pouvais pas du tout éclairer cette scène par l'extérieur, comme j'aurais fait normalement. Et au départ, Francis voulait la tourner dans l'autre sens, il y a une grande tapisserie dans cette pièce. Et donc, j'étais avec le directeur de production et Francis, on était tous les 3 pour qu'il nous explique un peu ces changements, parce que c'était pas simple. La pièce était trop grande pour mettre des barbouladous, par exemple. Et au milieu de la discussion, il y a mon chef électro qui arrive, qui rentre par la porte et tout, qui se met à côté de nous, qui écoute un peu, et puis qui dit un moment à Francis, mais tu veux pas qu'on se mette face aux fenêtres, Francis? Ça te gêne si on est face aux fenêtres et pas face à la tapisserie? Et Francis dit non, ok, ça me gêne pas. Moi, je tape un coup de chef électro, je dis alors que ça va changer quoi? Il me dit, tu vois, entre les 2 rangées de fenêtres, là, il y a un petit tuyau de chauffage. On va pouvoir pincer des projecteurs dessus. Donc là, j'ai fait de la lumière de reportage avec Max von Sydow. Et j'étais un peu dans un état de stress un peu grand. Avant de clore cette petite causerie, Vincent, est-ce que tu as évidemment, on demande ça toujours aux anciens, des conseils à donner aux gens qui se lancent dans ce métier-là. Comment arriver peut-être plus... est-ce qu'on peut arriver vite? Tu as déjà dit tout à l'heure que non, que c'était quand même tout un travail pour devenir chef opérateur et que ça ne se faisait pas en quelques mois. Mais est-ce que tu as, grosso modo, un conseil à donner à tous ces gens qui rêvent de faire ton métier? Le conseil que je donnerais, c'est qu'il faut tourner, il faut faire plein de choses, il faut donner des coups de main sur des courts-métrages, mais même si on n'est qu'électro sur des courts-métrages ou des trucs comme ça, parce que le plus important dans ce métier, c'est les rencontres. C'est les rencontres avec les gens qui vont faire. Moi, j'ai une expérience, il y a un gars, il m'a rappelé 29 ans après pour faire un tournage, 29 ans après l'avoir connu. Et il y a des trucs comme ça qui se passent et tout ça. Et il faut rien négliger, il faut faire plein de choses, c'est-à-dire qu'il ne faut pas rester chez soi à attendre. Soit il faut voir plein de films, il faut aussi essayer plein de trucs. En plus, avec une petite caméra numérique, avec Resolve qui est gratuit, on peut s'entraîner à tester plein de choses. Il faut être très curieux et surtout, il faut se faire une expérience. Et c'est pour ça qu'il y a des... je ne sais pas si c'est cinéaste.org où il y a des sites et tout, les gens demandent par moment si on peut avoir des coups de main et tout ça. Et il ne faut pas hésiter, il faut y aller, il faut presque à n'importe quel poste, mais essayer de rencontrer des gens. Et puis des gens, il va se passer peut-être rien. Et puis des fois, il se passe des choses. Il y a des trucs comme ça et tout. Et puis, parce que je pense que le plus important dans ce métier, c'est un peu comme tout, c'est l'attitude qu'on a. Si on génère une attitude, si on a envie, mais il faut aussi question de générosité, c'est-à-dire on a envie, on rend service et tout ça. Il y a un moment, ça paye, quoi. Ça sera en retour, ça paiera, quoi. Alors c'est sûr que c'est un milieu qui est pas très ouvert, hein, qui est fermé et tout ça. Mais je dirais l'ouverture, c'est un peu les courts-métrages, les petits films, des trucs. Et puis toujours être curieux, quoi. Toujours être curieux à l'affût et essayer des trucs.
Et puis je dis toujours, moi, les courts-métrages, c'est fait pour se planter. Et puis je dirais aussi un truc, c'est qu'il faut s'amuser, quoi. Parce que c'est un métier qui est dur, c'est un métier qui est pas facile, c'est un métier où, par moments, il y a beaucoup de stress, il y a des moments où on n'est pas forcément entouré de gens avec qui on s'entend. Moi, je dis, dans la vie, il y a des familles d'êtres, il y a des gens avec qui ça colle bien, puis d'autres gens avec qui ça colle pas bien. Il vaut mieux essayer de faire des films ou des tournages et tout avec des gens avec qui on s'entend bien et prendre du plaisir à ce qu'on fait, quoi. Pendant ce temps-là, la caravane passe. Et j'ai rien écrit sur la conclusion. Ouais, c'est incroyablement court. Ouais. Vincent, ton stylo, mets-le ailleurs. Pardon. Je l'entends pas. Je pose mon stylo, j'arrête de faire du bruit.